Le soleil se levait paresseusement sur les tôles rouillées du bidonville de Koumassi. La lumière, tamisée par les nappes de poussière, s'infiltrait à travers les trous du toit comme un espoir discret, timide, presque honteux de s'inviter ici. Dans une maisonnette faite de bois, de tôles et de sacs plastiques tressés, Nalia se tenait debout, les pieds nus sur le sol en terre battue. Elle observait sa sœur Imani, penchée au chevet de leur mère, qui toussait en silence, trop faible pour même se plaindre. À 16 ans, Nalia avait déjà les yeux d'une femme qui avait vu trop tôt les revers de la vie. Mais dans son regard brûlait une étincelle rare, celle des rêveuses. Chaque matin, elle se levait avant l'aube. Elle portait 2 bidons jaunes, usés par les années, jusqu'au puits communautaire. La file était longue. Les enfants somnolaient debout, les femmes discutaient à voix basse, les garçons riaient pour masquer leur colère. C'était leur quotidien. Répétitif, injuste, pénible. Mais dans l'esprit de Nalia, c'était temporaire. Une épreuve avant le miracle. Lorsqu'elle rentrait, elle passait devant les ruelles inondées de vie, une vieille femme vendant des beignets, un enfant jouant avec un ballon crevé, un adolescent qui bricolait une radio cassée. Elle les saluait avec un sourire. Toujours. Parce que Nalia savait que si elle perdait sa lumière intérieure, alors tout s'écroulerait. Dans la pièce unique qu'elle partageait avec sa mère et sa sœur, un vieux cahier traînait sous le lit. Elle l'ouvrait parfois, le soir, à la lueur d'une bougie, et y dessinait des robes. Des robes faites de nuages, de feuilles, de papiers journaux, de coquillages. Elle ne savait pas vraiment si c'était de la mode, mais elle appelait ça la beauté née de la misère. Imani, plus âgée de 5 ans, avait dû abandonner ses études pour subvenir aux besoins de la famille. Elle cousait pour des clients du quartier, rafistolait des habits, créait parfois des pièces uniques avec les moyens du bord. Elle était douée, très douée. Nalia l'admirait en secret. Un soir, alors qu'elle balayait la cour, son regard se posa sur un vieux morceau de journal accroché au grillage. Le vent l'avait collé là comme un message venu du ciel. Intriguée, elle s'en approcha, déchira la feuille, la déplia lentement. Concours d'entrée Académie nationale de mode et de design, ouvert à tous les jeunes entre 15 et 18 ans. Sélection sur projet créatif. Elle lut 3 fois, puis encore une. Son cœur s'emballa. Cette école, elle en avait entendu parler. Elle l'avait vue à la télévision chez la voisine d'Axe en grave côté. Une école pour les riches, les brillants, les inaccessibles. Un autre monde. Mais cette fois, ce monde tendait une main, même si ce n'était qu'un fil. Et Nalia, avec toute la force de son âme, sentit qu'elle devait le saisir. Elle courut à la maison, serra le papier contre son cœur, et murmura en entrant. « Imani, je crois que j'ai trouvé la porte de sortie. » Imani releva la tête, surprise. Leurs regards se croisèrent, et pendant une seconde suspendue, dans le silence de leur misère, une promesse muette fut faite. Ce n'était peut-être qu'un concours, qu'une chance sur 1000. Mais c'était leur chance. Et pour Nalia, ce fut le début d'un voyage qui allait la mener bien plus loin qu'elle ne l'aurait jamais cru. Dans les jours qui suivirent, Nalia n'était plus tout à fait la même. Son pas était plus vif, ses yeux, plus lumineux, comme si l'air lui semblait soudain un peu moins lourd à respirer. Dans son petit carnet au coin plié, elle griffonnait des idées de robes, de motifs, de textures. Chaque étoffe rêvée naissait d'un souvenir de pauvreté transformé en grâce. Elle voulait que chaque couture dise « Je viens de là, mais je ne suis pas condamné à y rester ». Mais à mesure que le jour de la sélection approchait, une angoisse silencieuse grandissait en elle. Les participants devaient se présenter avec une tenue de leur choix, reflet de leur style, de leur monde intérieur. Une création unique. Nalia n'avait rien. Pas même un tissu à couper. Pas un fil. Pas une aiguille à elle. Juste ses idées et ses mains. Le soir venu, alors que la lumière de la lune filtrait à travers les planches disjointes de leur mur, elle observait Imani, assise sur son petit tabouret, recousant l'unique chemise d'un voisin. À côté d'elle, soigneusement emballée dans un sac en plastique, reposait la robe. Elle ne l'avait vue qu'une seule fois portée. C'était il y a longtemps. Imani l'avait cousue pour une cérémonie où elle espérait trouver du travail comme styliste. Un rêve brisé par une injustice qu'elle ne racontait jamais vraiment. La robe était magnifique. Rouge grenat, faite de tissus fluides et brillants, bordée de coutures fines et précises. Simple, mais d'une élégance rare. Elle semblait presque trop belle pour exister dans ce monde de tôle et de poussière. Nalia se leva, hésitante. Ses doigts tremblaient. Imani. Est-ce que je pourrais emprunter ta robe pour le concours? Juste pour le jour de l'audition. Je la rendrai, je te jure. Elle ne sera même pas froissée. Un silence épais s'installa.
Imani posa délicatement son aiguille. Ses yeux, fatigués mais vifs, se posèrent sur sa petite sœur. Elle ne parla pas tout de suite. Elle semblait peser chaque mot comme un bijou fragile. « Tu sais ce que cette robe représente pour moi, Nalia? C'est tout ce qui me reste de mon rêve. » « Je sais, » souffla Nalia. « Mais peut-être qu'elle peut faire naître le mien. » Imani détourna les yeux. Une larme discrète roula sur sa joue. Elle se leva lentement, prit le sac, l'ouvrit et en sortit la robe. Ses mains la caressaient comme on touche un souvenir. Puis, dans un geste à la fois solennel et douloureux, elle tendit la robe à Nalia. « Si tu la portes, fais-le pour toutes les filles qu'on n'a jamais laissées entrer. Ne la porte pas comme un vêtement. Porte-la comme une vengeance douce. Comme un cri silencieux. » Nalia prit la robe. Elle la serra contre son cœur. Elle ne trouvait pas les mots. Alors elle sourit. Un sourire humide, tremblant, mais chargé d'une promesse. Elle ne trahirait pas ce sacrifice. Cette nuit-là, en silence, elle s'endormit avec la robe accrochée au-dessus de sa tête, comme une étoile qu'on garde à l'œil pour ne pas oublier vers où l'on veut aller. Le jour tant attendu arriva, vêtu d'un ciel clair et d'une brise légère, comme si la vie elle-même retenait son souffle. Nalia se tenait devant un miroir ébréché, accroché de travers à une planche de bois. Sa sœur, Imani, avait tressé ses cheveux avec patience, y insérant de petits fils dorés, presque invisibles, comme une signature secrète. La robe rouge flottait sur son corps mince, épousant sa silhouette avec la grâce d'un vêtement né pour elle. Elle ne ressemblait plus à une fille du bidonville. Pas ce matin. Ce matin, elle ressemblait à une héroïne. Mais au fond d'elle, la peur grondait. Imani l'accompagna jusqu'à l'arrêt du vieux bus rouillé. Elles marchèrent sans parler. Juste avant que Nalia ne monte, Imani lui prit les mains et chuchota. « Souviens-toi, ce n'est pas eux qui décident qui tu es. Tu entres là pour montrer ce que tu vaux, pas pour quémander qu'on t'accepte. » Nalia hocha la tête. Puis elle monta. Le bus démarra en crachant une fumée noire. Le trajet fut long. Le décor changeait à mesure que les kilomètres défilaient. Les rues défoncées et les murs tagués laissèrent place à des boulevards lisses, à des vitrines brillantes, à des immeubles de verre qui touchaient presque le ciel. C'était une autre planète. Et enfin, elle la vit. L'Académie nationale de mode et de design. Un bâtiment immense, blanc comme l'ivoire, orné de colonnes modernes et de baies vitrées géantes. Des jardins taillés au millimètre entouraient l'entrée. Des voitures de luxe stationnaient devant, des portiers en costume ouvraient les portes. Et partout, des jeunes. Élégants, confiants, parfumés. Nalia descendit du bus. Le contraste était violent. Les autres candidats portaient des vêtements de créateurs, des chaussures neuves, des accessoires brillants. Elle, pieds dans des ballerines usées, marchait seule, la tête droite mais le cœur tambourinant. Dès son entrée dans le hall, les regards se tournèrent. Des chuchotements, des rires étouffés. « Regarde-la. Elle vient d'où celle-là? On dirait qu'elle a volé sa robe à un marché. Elle pense vraiment pouvoir entrer ici ?» Nalia les entendait tous. Chaque mot était une flèche. Mais elle avait appris, dans les ruelles du bidonville, à encaisser sans broncher. Elle serra son carnet contre elle et avança. Une hôtesse l'enregistra, un peu surprise de voir son nom sur la liste. Dans la salle d'attente, elle s'assit dans un coin, seule. Elle regardait autour d'elle. Les murs étaient tapissés de croquis encadrés. De vraies œuvres d'art. Des visages souriants passaient. Personne ne lui parlait. Jusqu'à ce qu'un garçon entre, sans bruit. Il portait une chemise simple, un pantalon sombre et des écouteurs autour du cou. Il passa près d'elle. Leurs regards se croisèrent. Il ne dit rien. Mais il ne ricana pas. Il ne la jugea pas. Il la regarda comme une personne. Puis son nom fut appelé. Nalia Doumbia. Numéro 183. Elle se leva. Ses jambes tremblaient. Devant elle, une immense salle blanche. Une table de jury. 3 personnes au visage sérieux. Ils lui demandèrent de parler de sa création, de sa vision. Elle inspira profondément. Elle parla. De la robe. De sa sœur. De la beauté née du manque. De la dignité que l'on tisse dans la misère. Elle parla avec le cœur, sans technique, sans jargon, mais avec vérité. Quand elle sortit, le silence était complet. Puis un membre du jury nota quelque chose dans un carnet, le visage fermé. Nalia n'en savait rien. Elle ne savait pas si elle avait réussi ou échoué. Mais elle savait une chose, elle était entrée. Elle l'avait fait. Elle avait franchi la porte d'un monde qui ne voulait pas d'elle, mais qu'elle comptait bien conquérir. Le lendemain du concours, le ciel de Koumassi semblait moins lourd. Nalia était rentrée tard, épuisée mais silencieuse. Elle n'avait pas encore raconté à Imani ce qui s'était passé dans cette salle blanche. Pas parce qu'elle ne voulait pas,
mais parce qu'elle n'arrivait pas à poser des mots sur ce qu'elle avait ressenti. C'était trop grand, trop fragile, trop précieux. 3 jours plus tard, une enveloppe froissée, sans cachet officiel, glissa sous la porte du petit abri familial. Nalia l'ouvrit, les mains tremblantes. Félicitations. Votre projet a retenu l'attention du jury. Vous êtes admise pour une année préparatoire à l'Académie nationale de mode et de design, sous bourse spéciale. Présentez-vous le lundi 8 à 8 heures. Le cri qui jaillit de sa gorge n'était pas un cri. C'était un élan, une délivrance, une lumière. Imani accourut, attrapa la lettre, lut à son tour, et pleura. Pour la première fois depuis des années, elle pleura non de fatigue, ni de tristesse, mais de joie. Le jour de la rentrée, Nalia portait un pantalon noir emprunté à une voisine, une chemise blanche qu'Imani avait recousue des dizaines de fois, et une paire de chaussures trop grandes, polies jusqu'à briller. Mais dans son regard, il y avait de la grandeur. L'académie était encore plus intimidante qu'elle ne s'en souvenait. Des étudiants passaient en riant, parlant de voyages à Paris, de stages à Milan, de collections déjà primées. Elle n'osait pas trop parler. Elle écoutait. Elle observait. Elle dessinait, chaque soir, en silence, pendant que les autres sortaient. Et puis, il y avait lui. Le garçon au piano. Elle le voyait presque tous les soirs, assis dans une salle vitrée du bâtiment, seul, les doigts glissant sur les touches d'un piano à queue. Il jouait sans partition. Des notes douces, parfois tristes, parfois sauvages. Comme s'il jouait pour lui-même, ou pour quelqu'un qui n'était plus là. Il ne parlait à personne. Il n'était ni le plus populaire, ni le plus remarqué. Mais il était présent, authentique. Un soir, Nalia s'attarda près de la salle. Elle s'assit sur un banc, dans l'ombre. Et elle l'écouta. Longtemps. À la fin du morceau, il releva la tête. Il l'avait vu. Il ne sembla pas surpris. « Tu veux entrer ?» Sa voix était calme, posée, presque familière. Nalia hésita. Puis, timidement, elle poussa la porte. L'odeur du bois, du vernis, de la musique encore suspendue dans l'air l'enveloppa. « Tu joues ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Non, mais j'écoute. Depuis plusieurs jours. » Il sourit. Un sourire discret, mais sincère. C'est déjà beaucoup. Il tapota doucement une touche. Une note solitaire résonna. La mode, c'est pareil que la musique, tu sais. Il faut sentir ce que les autres ne voient pas. Créer des silences qu'on porte sur soi. Elle le regarda, étonnée. Ce garçon parlait comme personne ici. Tu t'appelles comment? Demanda-t-il. Nalia. Et toi? Yann. Ils se regardèrent. Il n'y avait pas de tension. Pas de jeu. Juste un instant vrai. Ce soir-là, Nalia rentra au bidonville avec une chaleur nouvelle dans le cœur. Le monde dans lequel elle avait mis les pieds était froid, cruel et souvent injuste. Mais quelqu'un venait d'allumer une chandelle dans l'obscurité. Et sans qu'elle le sache encore, le garçon au piano allait changer bien plus que sa solitude. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Nalia à l'académie. La routine des cours, les regards glacés, les silences lourds de jugement s'étaient installés comme un rideau d'acier entre elle et les autres élèves. Pourtant, dans ce froid glacial, une lueur d'espoir persistait. La présence discrète mais constante de Yann, le garçon au piano. Ce soir-là, un événement hors du commun venait de s'annoncer dans l'école, le bal des masques. Un rituel prestigieux, réservé aux élèves de l'académie, où tous portaient un masque pour cacher leur identité, leurs origines, leurs histoires. Un moment où, derrière l'anonymat, tout pouvait se révéler. Quand Nalia entendit parler du bal, son cœur se serra. Elle rêvait d'y aller, bien sûr, mais la peur l'envahit rapidement. Qui voudrait voir une fille venue du bidonville danser au milieu des enfants de l'élite? Elle se souvenait des regards, des rires étouffés, des jugements silencieux. Mais cette fois, elle ne voulait pas reculer. Elle décida de participer. Avec l'aide d'Imani, elle créa un masque. Simple, mais élégant, fait de papier mâché et décoré de petites perles récupérées ici et là. Il cachait son visage, mais pas son regard. Ce regard brûlant de détermination. Le soir du bal, l'académie semblait transformée. Les couloirs brillants étaient illuminés par des guirlandes dorées, les murs drapés de tissus précieux. Une musique douce s'élevait, mêlée au rire et au chuchotement. Nalia entra, le cœur battant. Autour d'elle, des dizaines de masques élégants, effrayants ou mystérieux. Elle sentit les regards, certains curieux, d'autres suspicieux. Alors qu'elle avançait, hésitante, une main se posa doucement sur son épaule. « Tu n'as pas peur ?» C'était Yann. Son masque noir à plumes cachait presque tout son visage, mais ses yeux, eux, brillaient d'une lumière amicale.
Un peu. Mais je suis là. Et je veux danser. Il sourit, tendre, et lui tendit la main. Au fil de la soirée, Nalia découvrit un autre visage de l'académie. Des jeunes qui, derrière leur masque, n'étaient plus des ennemis, mais des êtres humains. Elle dansa, rit, parla, sans la peur qui l'avait paralysée jusque-là. Mais au moment où la musique s'arrêta, un murmure courut dans la foule. Un élève influent, reconnu pour ses moqueries et son mépris envers les étrangers, avait reconnu Nalia. Il retira son masque et lança, haut et fort. Alors, la fille du bidonville croit pouvoir jouer dans la cour des grands. Le silence tomba comme une chape de plomb. Les regards se tournèrent vers Nalia, certains méprisants, d'autres intrigués. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Yann s'avança, calme et ferme. Ce n'est pas d'où tu viens qui compte. C'est ce que tu es capable de devenir. Un murmure d'approbation s'éleva. Nalia sentit son courage grandir. Ce soir-là, dans le bal des masques, elle comprit que parfois, pour être libre, il fallait d'abord oser montrer son vrai visage, même masqué. Les jours qui suivirent le bal des masques furent étrangement calmes à l'académie. Le regard des élèves sur Nalia avait changé, non pas par magie, mais par respect naissant. Pourtant, derrière ce calme apparent, des tensions invisibles grondaient. Un après-midi, alors que Nalia travaillait seule dans l'atelier de création, elle sentit une présence derrière elle. Nalia, elle se retourna brusquement. C'était Yann, le garçon au piano, mais son visage semblait plus sérieux qu'à l'ordinaire. « Viens avec moi, il faut que je te montre quelque chose. » Curieuse, Nalia le suivit dans un couloir discret qui menait à une vieille salle abandonnée, oubliée de la plupart des élèves. Là, au milieu de la poussière et des toiles d'araignée, Yann sortit un carnet usé de sa veste. « C'est le journal de ma mère. Elle était couturière, comme ta sœur. Elle est morte quand j'étais petit. J'ai toujours gardé ses dessins, ses créations. » Il lui tendit le carnet. Nalia l'ouvrit délicatement. Les pages révélaient des croquis magnifiques, mais aussi des notes pleines d'espoir, de rêves brisés, de combats silencieux contre les injustices sociales. Soudain, un nom attira son attention. Doumbia. Ta famille. Tu connais? Demanda Yann. Nalia hocha la tête, la gorge nouée. Oui. Ma mère, ma sœur. Ils ont toujours lutté pour que je puisse avoir une vie meilleure. Yann plongea son regard dans le sien. Je crois que ta famille et la mienne sont liées, plus que tu ne le penses. Ma mère travaillait parfois dans les quartiers pauvres, elle voulait donner une chance à ceux qu'on oublie. Peut-être qu'elle t'a aidé sans que tu le saches. Un silence profond s'installa. Nalia sentit ses émotions bouillonner. Toute sa vie, elle avait cru être seule contre le monde. Mais là, face à Yann, elle découvrait un lien invisible, une histoire commune tissée dans l'ombre. « Merci de me montrer ça, » murmura-t-elle. « Je ne pensais pas que nos chemins se croiseraient ainsi. » Yann sourit doucement. « Ce n'est que le début. Il y a encore beaucoup à découvrir. Mais ensemble, on peut changer les choses. » Ce jour-là, dans cette vieille salle oubliée, Nalia comprit que sa lutte ne serait plus solitaire. Que ses rêves, désormais, porteraient aussi ceux de ceux qui l'avaient précédé. Les semaines passaient, mais pour Nalia, le calme apparent cachait une tempête grandissante. L'ombre du passé, lourde et tenace, s'infiltrait dans ses pensées. Les responsabilités au bidonville, sa mère malade dont la santé déclinait, la pression d'être désormais l'espoir de sa famille. Tout cela formait un poids presque insupportable. Chaque matin, en enfilant ses vêtements usés, elle se demandait si elle avait la force de continuer. À l'académie, les regards restaient parfois méfiants. Certains chuchotaient encore derrière son dos. Elle avait gagné une place, mais la guerre des préjugés n'était pas finie. Et puis il y avait Yann. Sa présence, douce et constante, était un phare dans l'obscurité. Mais lui aussi semblait lutter avec ses propres démons. Parfois, il s'éloignait, perdu dans ses silences, un masque de tristesse dissimulant un secret profond. Un soir, après une journée où tout semblait s'effondrer, Nalia s'assit seule sur un banc du jardin de l'académie. Les étoiles brillaient faiblement au-dessus d'elle, témoins muets de ses doutes. Elle entendit des pas. Yann s'approcha, s'assit à côté d'elle. « Tu sais, » dit-il doucement, « la vraie force, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois, même quand on a peur. » Elle tourna la tête vers lui, des larmes aux yeux. « J'ai peur, Yann. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de perdre ma mère. Peur de ne pas réussir. » Il posa une main réconfortante sur son épaule. « Moi aussi. Mais on n'est pas seul. » Ils restèrent là, silencieux, partageant ce poids invisible. Ce soir-là, Nalia comprit que la tempête n'était pas un signe de faiblesse, mais un passage obligé.
qu'il fallait accepter les vents contraires pour trouver enfin la paix. Le printemps arriva enfin, apportant avec lui un souffle nouveau. Les jours rallongeaient, le soleil caressait doucement les murs ternis de l'académie, et dans le cœur de Nalia, une flamme fragile mais persistante s'allumait. Les épreuves n'avaient pas disparu, loin de là. Sa mère luttait encore, fragile, mais chaque sourire qu'elle offrait à Nalia était un trésor inestimable. À l'académie, les regards hostiles s'étaient peu à peu transformés en curiosité, puis en respect. Nalia avait trouvé sa voie. Ses créations, nées de ses racines et de ses rêves, commençaient à se distinguer. Des tissus récupérés, des couleurs vibrantes, des histoires tissées dans chaque couture. Elle ne copiait pas les autres, elle racontait sa vérité. Yann était toujours là, fidèle comme une ombre bienveillante. Il jouait désormais non seulement pour lui-même, mais aussi pour elle, pour leurs espoirs communs. Leur complicité grandissait, faite de silences partagés, de regards échangés, d'une force douce et secrète. Un soir, alors que le jardin s'illuminait de milliers de petites lanternes pour la fête de fin d'année, Nalia sentit qu'elle n'était plus cette fille du bidonville qui avait un jour emprunté la robe de sa sœur. Elle était devenue une étoile. Fragile, peut-être, mais prête à briller. Elle prit la main de Yann, et dans le silence magique de cette nuit d'espoir, elle murmura « Merci de m'avoir montré qu'un rêve peut renaître, même au milieu des tempêtes. » Et tandis que la musique de piano s'élevait, douce et puissante, Nalia comprit que sa renaissance n'était que le début d'un chemin vers l'infini. L'année scolaire touchait à sa fin. Dans les ateliers baignants sous la lumière dorée du soleil couchant, Nalia peignait les derniers détails de sa collection. Chaque couture, chaque tissu, chaque nuance portait l'empreinte de son histoire, de sa lutte, de ses rêves inassouvis. Le jour de la présentation arriva enfin. Un défilé organisé dans la grande salle de l'académie, devant professeurs, élèves, et quelques invités triés sur le volet. Nalia sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. Ce n'était plus la fille du bidonville, ni celle qui empruntait la robe de sa sœur pour se cacher. C'était une créatrice, une voix qui avait traversé les obstacles pour s'imposer. Quand les premiers mannequins défilèrent, un silence admiratif s'installa. Les étoffes, colorées et audacieuses, racontaient des récits d'espoir, de douleur, de résilience. Les applaudissements éclatèrent, longs, vibrants. Au fond de la salle, Yann était là, les yeux brillants de fierté. Il leva sa main dans un geste discret, comme pour saluer ce nouvel envol. Après le spectacle, plusieurs professeurs s'approchèrent, impressionnés par le talent brut et sincère de Nalia. Une bourse supplémentaire lui fut offerte pour poursuivre ses études, et une proposition inattendue arriva. Un stage dans une maison de couture renommée à l'étranger. Nalia sentait que sa vie basculait. Cette nuit-là, sous le ciel étoilé, elle écrivit une lettre à Imani et à leur mère. Elle leur promettait de revenir, non pas en fille perdue, mais en femme libre, maîtresse de son destin. « Je décolle », murmura-t-elle, le regard fixé vers l'horizon, mais c'est ici que tout a commencé. L'envolée de Nalia n'était pas une fuite, mais une conquête. Une promesse tenue, un rêve qui prenait enfin son envol. Un an s'était écoulé. Les rues poussiéreuses du bidonville n'avaient pas changé. Les tôles grinçaient toujours sous le vent, les enfants couraient pieds nus entre les flaques d'eau, les femmes faisaient la lessive avec des sourires pleins de courage. Mais ce matin-là, une rumeur douce flottait dans l'air. Quelque chose d'inhabituel. Les voisins s'étaient rassemblés devant une petite maison, la plus simple du quartier, où une femme fatiguée mais digne, la mère de Nalia, attendait, assise sur une chaise en plastique, les yeux tournés vers l'entrée du village. Soudain, un taxi s'arrêta dans un nuage de poussière. La porte s'ouvrit, et Nalia en descendit. Elle n'était plus la jeune fille maigre, timide et effacée. Elle portait une robe qu'elle avait elle-même dessinée, faite d'un tissu aux motifs inspirés du pagne de sa mère, et ses cheveux étaient relevés avec grâce. Mais ce qui avait le plus changé, c'était son regard. Il était droit, clair, et brillant d'une paix intérieure. Elle s'agenouilla devant sa mère, l'embrassa longuement. Puis elle se tourna vers Imani, qui retenait ses larmes. « Je suis revenue, dit-elle, la voix tremblante. Pas seulement pour vous montrer ce que je suis devenue, mais pour construire avec vous ce qu'on a toujours rêvé. » De sa valise, elle sortit un carnet. À l'intérieur, les plans d'un atelier de couture, qu'elle voulait ouvrir ici même, dans le quartier qu'il avait vu naître. « On va former les filles d'ici. Leur donner une chance, comme vous m'avez donné la mienne. » L'émotion était palpable. Les gens s'approchaient, étonnés, fiers. Une des leurs avait volé au-delà des murs invisibles. Et elle était revenue, non pas pour briller seule, mais pour allumer des étoiles chez les autres. Le soir venu,
Alors que le soleil fondait sur l'horizon, Nalia s'assit sur un banc, face au couchant. Yann, venu la rejoindre quelques jours plus tard, s'installa près d'elle. Alors, demanda-t-il doucement. C'est ici que mon histoire a commencé. C'est ici qu'elle continue. Je croyais que l'horizon était loin, mais il était en moi depuis le début. Ils restèrent là, silencieux, les mains liées, le cœur plein. Et dans la lumière dorée du soir, le bidonville ne semblait plus un lieu de misère, mais un berceau de renaissance. Merci d'avoir suivi l'histoire de Nalia, la robe de ma sœur. Si cette histoire vous a touché, ému, inspiré, alors n'oubliez pas. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires de vie, de courage et de rêves brisés puis reconstruits. Laissez un commentaire. Dites-nous ce que vous avez ressenti, quel passage vous a marqué, ou partagez votre propre expérience. Partagez cette vidéo ou ce récit avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui. Chaque vue, chaque mot, chaque partage, c'est une étincelle de plus dans ce monde qui a tant besoin de lumière. Merci de faire partie de cette aventure. À très bientôt pour une nouvelle histoire, où l'impossible devient possible.